Émile Verhaeren nous a quittés il y a 100 ans. Voilà, 100 ans en effet, donc en 1916, celui que les Belges appelaient leur poète national décédait en gare de Rouen d'un stupide accident dont les circonstances restent floues. A-t-il été poussé sur les rails par la foule d'embarquement ou a-t-il glissé sur le marchepied en essayant de sauter en marche? Toujours est-il qu'il a glissé sur le ballast pendant que les roues du wagon lui sectionnaient les deux jambes. Ainsi est mort en 1916 un des plus grands poètes que la Belgique ait connu. Il venait de rater de peu le prix Nobel au profit d'un autre Belge, Maurice Maeterlinck. Ami des plus grands écrivains de l'époque, André Gide, Georges Rodenbach, Stéphane Mallarmé, Stefan Zweig, Rainer Maria Rilke, comme des peintres modernes dont il parlait dans sa célèbre revue Art moderne, Seurat, Signac, Degas, Manet, Ensor, Rodin, etc., il était également un familier du roi Albert Ier et de la reine Élisabeth. Alors, pour commémorer cet événement, une grande exposition lui est consacrée jusqu'au 18 décembre au superbe musée des Beaux-Arts de Tournai, le seul conçu par Victor Horta, qui était par ailleurs un contemporain du poète. Marc Quageber, écrivain, essayiste, directeur des archives de la littérature à Bruxelles et organisateur de l'événement, nous en parle. Moi, ce que je trouve curieux, c'est qu'il a fait des conférences un peu partout. Actuellement, à notre époque, je crois qu'il serait impossible de trouver un poète qui puisse comme ça se promener dans toute l'Europe et réciter sa poésie devant des grands publics. Ça n'existerait plus. Le retour à une diction du poétique dans des cercles plus restreints est en train de se passer. Tout à fait, dans les cercles plus restreints. Et alors, il entre dans le cabinet d'un grand socialiste. Oui, d'Edmond Picard. Et ça, je pense que c'est décisif. C'est qu'il ne va pas pratiquer le droit, mais il travaille chez un des plus grands juristes belges, celui qui est l'auteur des Pandectes. Et à travers le sillage de Picard, il va écrire la plupart du temps sous pseudonyme dans l'art moderne. Et Picard est son mentor. Donc en fait, c'est déjà un progressiste à l'époque. Hein. Tout à fait. Un très grand progressiste. Il était membre du Parti ouvrier belge? Non, il soutenait de l'extérieur. Mais en même temps, c'était des grands bourgeois fortunés. Verhaeren suit Heger à l'ULB, explique à Verhaeren que les actions congolaises qu'il vient d'acheter sont en hausse. Et il n'y a pas de jugement de valeur à porter, c'est comme ça. C'était l'époque. C'était des grands bourgeois progressistes. Dès le matin, par mes grandes routes coutumières qui traversent champs et vergers, je suis parti clair et léger, le corps enveloppé de vent et de lumière. Je vais, je ne sais où, je suis heureux, c'est fête et joie en ma poitrine. Que m'importe droits et doctrines, le caillou sonne et luit sous mes talons poudreux. Les bras fluides et doux des rivières m'accueillent. Je me repose et je repars avec mon guide, le hasard, par des sentiers sous bois dont je mâche les feuilles. Il est l'ami du couple royal en plus. Tout à fait. Ça s'est fait comment, ça? Albert Ier, pardon. Albert et Élisabeth sont venus l'écouter alors que Léopold II régnait encore. De ces grandes conférences, Albert considérait qu'il fallait développer une littérature nationale et ça se passe entre eux et ça va s'approfondir. Oui, mais enfin c'était un progressiste, donc ça devait quand même être considéré à l'époque comme... Non, Albert aussi. Oui, oui. Albert est un progressiste. Il est roi, donc il doit maintenir un équilibre. Oui. Mais Albert était pour le suffrage universel direct avant 14. Oui, tout à fait. Mais les catholiques résistaient. Ce qui est très curieux aussi, c'est que c'est un poète qui a été traduit et qui a été réputé en Allemagne, en Russie et en Grande-Bretagne. Japon, Brésil. Et ses grands amis allemands aussi. Alors ça c'est évidemment la grande tragédie. C'est le monde germanique et austro-hongrois avec lequel il a des rapports très très profonds. Stefan Zweig, Rainer Maria Rilke. Avec Rilke, il restera quelque chose comme avec Zweig, mais c'est tout, c'est ce que je disais tout à l'heure. La déclaration de guerre de 14 a rompu un monde, mais dans les deux sens. Dans le monde d'hier, Zweig dit la même chose. Que tout cet univers d'humanisme dans lequel il croyait a été rompu. Et Verhaeren est parti en Grande-Bretagne pendant la guerre. Tout de suite. Donc il est aux août, fin août. D'Estrée le raconte très très bien.
Et il est déchaîné, et il part à Cardiff, et à partir de Cardiff, il commence les conférences de propagande, enfin de propagande de défense de la Belgique. Sur la bruyère longue infiniment, voici le vent cornant novembre. Sur la bruyère infiniment, voici le vent qui se déchire et se démembre, en souffle lourd battant les bourgs. Voici le vent sauvage de novembre. Un point que je voudrais relever, celui de sa mort. En fait, bon, il est mort à Rouen, dans la gare, quelque part, et il y a plusieurs versions que je lis, à gauche et à droite, ou bien il a été poussé par la foule en dessous du train, ou il a glissé, ou le train partait, il a sauté sur le marchepied. On n'a pas de réponse à ça. Il avait fait une conférence, ils sont sortis après, donc la nuit devait être un peu courte. Bon. Est-ce qu'il a... Vous vous souvenez de ces vieux trains? Oui, oui. Avec des marchepieds tout le long. Oui, il peut très bien avoir dérapé, comme avoir été poussé. Moi, j'ai pas de... On ne sait pas. Enfin, moi, je n'en sais rien. Oui, mais il est tombé en dessous du train et les roues sont passées sur ses jambes. Et alors, cet entourage de peintres qu'il a côtoyé, en plus des écrivains, bien sûr, s'explique peut-être par le fait que dans l'art moderne, il s'occupait de chroniques artistiques sur la peinture, etc. Mais il y a la découverte de Manet. Il découvre les Manets qui sont exposés ici. Et à partir de là, il a un choc profond qui va en faire un des grands défenseurs de la peinture moderne. Ce sera Seurat, et puis ils vont tous devenir ses amis. Et Ensor, qui était belge aussi. Oui. Il a connu comment Ensor? Comme ça Je pense que le premier Ensor qu'il voit, c'est en 1882, ça je devrais reprendre mes notes. Et il va suivre Ensor tout au long de sa vie. Il va avoir du mal pendant un certain temps avec les masques, puis il va comprendre. Et en 1908, ce qu'on expose, il écrit un livre admirable sur Ensor. Maintenant, parlons de cette exposition dont vous êtes le mentor, le responsable. Ouais. Hein. Elle a été lancée pour commémorer en fait le 100e anniversaire de la mort d'Émile Verhaeren. Pourquoi ici et pas à Saint-Amand? À Saint-Amand, il y a eu quelque chose. Oui. Saint-Amand est une petite maison. Oui. Ceci est un musée. Ceci est un grand musée construit par un contemporain de Verhaeren, et non des moindres, qui est Horta. Et ce musée est près de l'Escaut. 2, c'est le seul grand musée de ce type qui est au bord de l'Escaut, dans une ville francophone. Verhaeren n'est pas un poète de langue flamande, mais de langue française. En tant que responsable, c'est ma dernière question de cette exposition, mais je ne sais pas si la réponse est possible. Quelle est d'après vous la plus belle pièce de cette exposition, ou quelles sont les plus belles pièces? Il y a évidemment l'Argenteuil de Manet, c'est un chef-d'œuvre absolu. Les falaises de Seurat, bon. Les marais d'Ensor. Donc c'est une exposition justement qui mélange des types de pièces et d'intérêt pour les pièces. Et ça se poursuit maintenant jusqu'au début de l'année 18 décembre. C'est ça. Donc c'est l'exposition de fin d'année à Tournai.